Vers 7500 avant notre ère, les premiers hommes auraient abordé, pratiquement à gué, l'île qui prendra plus tard le nom d'Irlande. Se développera alors une civilisation agraire faite de lois orales impérieuses. Les rites funéraires exigeaient ainsi la crémation, puis l'enfouissement des cendres sous des mégalithes. Originellement, ceux-ci formaient le cœur de tumuli érigés à des endroits précis. En effet, à chaque solstice d'hiver, la lumière solaire pénétrait par l'unique entrée, éclairant le monument intérieur et prouvant par là même l'acquisition de sûres connaissances astronomiques. Beaucoup plus tard viendraient les Celtes, originaires de Gaule ou de Galice. Ils ne le savaient pas, mais ils occupaient les confins de l'Europe, l'extrême Occident. Dublin, aujourd'hui capitale de la République d'Irlande, est une cité jeune et trépidante accusant plus d'1 million d'habitants. Du Moyen Âge nous vient la cathédrale Saint-Patrick. Protecteur de l'Irlande depuis le 5e siècle, Saint Patrick baptisait là les premiers convertis. Étrange édifice qui, sans être un musée, embrasse le passé pour annoncer l'avenir. Souvent remanié, ce monument fut largement restauré au XIXe grâce à Benjamin Lee Guinness, descendant de l'illustre brasseur. Implantée en 1759 et bénéficiant d'un bail de 9000 ans, la brasserie occupe depuis 1904 une immense cathédrale d'acier.
Les pubs se chargeront d'écouler le breuvage traditionnel du pays. La porte laquée, surmontée d'une imposte en demi-cercle, est le signe distinctif de la maison géorgienne. La plupart des bâtiments de Trinity College, regroupés autour de 3 cours, datent du XVIIIe. Ils abritent l'université. La bibliothèque, aux 200 000 textes anciens, est également riche du chef-d'œuvre de l'enluminure irlandaise. Le livre de Kells est un somptueux manuscrit du IXe siècle, copie des 4 évangiles par des moines. L'âme de la ville, difficile à cerner, ne se découvre guère que lors d'une promenade au crépuscule le long des quais bordant la Liffey. Un pays prenant harpe et trèfle pour symbole ne peut être qu'un pays de poètes. La colline de Cashel le prouve. Sitôt passées les vertigineuses murailles et la crypte du musée, apparaît le vestige de la croix de Saint-Patrick. La cathédrale gothique, aujourd'hui ouverte sur l'infinie voûte céleste, est dominée par une tour de guet un peu antérieure. Il faut imaginer la chapelle, de taille modeste, à l'origine rayonnante de couleurs, de vermillon et d'or. Le saint prêcha ici, et ce souvenir diffus fait de cette colline un lieu où souffle l'esprit.
Un pays de poètes? Assurément. La nature y est sereine, offerte, mais les hommes ont su la transcender encore. Plusieurs églises ponctuent la cité médiévale de Kilkenny. Son château, bâti depuis plus de 500 ans, conserve l'allure d'une forteresse moyenâgeuse. Les petits ports, nombreux, suivent pratiquement tous un plan identique. La poésie, ici, se fait couleur et alerte notre regard tel un kaléidoscope. Les maisons campagnardes s'abritent sous un toit de chaume aux fêtes souvent travaillées. Étonnants paysages irlandais, masquant douleur et désespoir. Les murs censés protéger les récoltes du vent furent construits par des chômeurs lors de la grande famine du XIXe siècle. Une somme dérisoire leur était alors allouée pour ce travail inutile. Le port de Galway était jadis voué au commerce du vin.
L'Irlande vraie est l'Irlande sauvage. Et longer la côte septentrionale est aussi prenant que parcourir un texte farouche, une poésie à la fois âpre et romantique. Il est un pays dont les innombrables lacs créent de véritables dentelles d'eau. Il est un pays où les linégrètes trahissent la présence de tourbes. Il est un pays à l'espace infini, au silence profond. Il est un pays de poètes, et il se nomme Connemara. Le XIXe siècle vit l'émergence de nombreux domaines, souvent admirablement situés. Les jardins sont leur parure, garant d'une paix que les fleurs nimbent de poésie discrète. La terre, les collines, les vallons font vivre l'île. L'herbe grasse permet un élevage prospère depuis toujours. Les pluies fréquentes entretiennent des paysages magiques parcourus de nombreux cours d'eau. Celui-ci se perdra dans le seul fjord du pays. En musardant dans les villages, le charme de l'île finit par agir.
Et si les rivières se traversent en ferry, c'est que leur estuaire est souvent très large. Des châteaux surgissent, des lacs apparaissent. Nous sommes dans le domaine de Glenveagh, au nord. Depuis le XIXe siècle, ce château néogothique lance un défi à la solitude environnante. Ces jardins, curieusement, offrent un étonnant mélange de plantes indigènes et exotiques. Du Buren, l'un des lieutenants de Cromwell a donné une définition lapidaire. Pas assez d'eau pour noyer un homme, pas d'arbre pour le pendre, et pas assez de terre pour l'enterrer. Les rivages du Nord, ceux-là même qui virent arriver les premiers hommes, recèlent un site étrange. La chaussée des géants. La coulée de basalte, issue d'une éruption volcanique datant de 60 millions d'années, se refroidit brusquement en formant quelques 40 000 colonnes polygonales. La légende est plus poétique. Un géant irlandais, MacCool, aurait construit cette chaussée pour rejoindre sa dulcinée vivant dans une île écossaise. Mais il voulait aussi se débarrasser de Benandonner, un géant habitant au même endroit. La taille de son château lui fit peur et il préféra la ruse à la force. Il rentra donc chez lui avec sa fiancée. Un peu plus tard, son épouse et lui invitèrent Benandonner en Irlande. MacCool se déguisa alors en bébé. Quand le géant écossais vit le nourrisson, il fut terrifié en imaginant la grandeur de son père. Ivre de fureur, il déchaîna alors les forces du mal qui l'aidèrent à détruire la chaussée. À l'ouest,
Sentinelle déployée sur 8 km, les falaises de Moher dominent l'océan de plus de 200 mètres. Elles protègent depuis longtemps, et heureusement, ce pays, berceau de tant de poètes, et d'Europe extrême-Occident.